Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous voulez planter un arbre, on va rentrer dans la saison idéale, c'est-à-dire l'automne. Donc, si vous voulez planter un arbre, il faut savoir quand est l'automne. Et puis ensuite, au sein de l'automne, si par exemple vous dites je vais planter au début octobre, c'est idéal que la météorologie à court terme soit bonne, parce que si vous plantez le 10 octobre et qu'il ne pleut pas pendant 15 jours, le plant que vous allez planter risque de mourir. Voilà. Alors en bourse, si vous voulez, c'est un peu la même chose. Il faut savoir en quelle saison on est, pour savoir si on peut planter. Et puis évidemment, c'est idéal de ne pas connaître que la saison, mais de savoir également quelle va être la météorologie à court terme. Prenons un exemple. Vous savez que chez Hibou, on a toute une série d'investissements qu'on pense très fructueux pour les 5 prochaines années. Donc on pense que c'est un assez bon moment pour investir, mais encore faut-il le valider sur le marché. Il ne faut pas que le marché soit surévalué. Il faut regarder la zone d'évaluation long terme. Mais également, c'est bien de savoir quelle sera la météorologie à court terme, parce que si on achète une action à 100 euros en pensant qu'elle vaudra 200 ou 300 euros dans 5 ans, et qu'on le fait au bon moment en termes de marché, pas un mauvais moment, c'est très bien. Mais évidemment, si la météorologie est mauvaise et qu'on l'achète à 100 et qu'elle vaut 90 euros 15 jours plus tard, c'est agaçant, quoi. Donc, tous les boursiers, ils cherchent à savoir globalement dans quelle saison on est et puis quelle va être la météorologie à court terme. Donc, c'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui sur les marchés. Et on vous met ici la droite de régression du CAC 40. Et vous voyez, on est entre plus un écart type et la droite de régression. Donc, ça veut dire qu'on est dans la zone normale de valorisation, parce que la zone normale de valorisation, c'est entre plus 1 et moins 1 écart type, mais on a un chouïa surévalué. Voilà. Et si on regarde non pas en termes de droite de régression, mais si on prend sur le simple plan graphique, le grand canal haussier qui a commencé sur la bourse à l'issue de la crise de 2008, vous voyez qu'on est exactement dedans, mais là aussi, on est un chouïa en haut, on n'est pas en bas de ce canal. Voilà. On va essayer de zoomer pour essayer de mieux comprendre, essayer d'aller progressivement vers la météorologie, mieux comprendre ce qui s'est passé en termes de timing. Et donc là, on prend le CAC à 5 ans et ça nous permet de voir ce qui se passe depuis l'après-Covid. Et donc vous voyez, l'après-Covid, c'est le premier canal haussier qui démarre là en vert. Il est très très fort. On reprend très très fortement ce qu'on avait perdu en bourse. Et puis ensuite, on consolide parce qu'on avait énormément monté, on fait un canal baissier, et puis ensuite on refait un canal haussier très fort, et puis ça s'arrête parce qu'il va y avoir la hausse des taux. Et donc depuis à peu près 6 mois, on est rentré dans une espèce de tunnel. Voilà. Alors, ça ne nous dit pas l'avenir, c'est assez difficile de savoir d'écrire l'avenir à court terme sur le plan boursier, mais ce qui est intéressant quand on fait l'investissement, c'est savoir à long terme dans quelle zone de valorisation les marchés sont, pour pas acheter quand on est très surévalué, et puis à court terme, dans quelle espèce de forme de mouvement de marché on est. Est-ce qu'on est dans un mouvement haussier, dans un mouvement baissier ou dans un tunnel, sachant que voilà, tant que ça dure, on prend en compte les caractéristiques de ce mouvement. Voilà. Et donc on fait un zoom sur ce tunnel, et vous voyez ce tunnel, il est à peu près entre 7100 et 7500. Voilà. Donc normalement, tant qu'on est dans ce tunnel, il faut plutôt acheter vers 7100 qu'acheter à 7500. Voilà. Pour celui qui veut faire un investissement à long terme. Mais évidemment, on peut en sortir. Ce qu'il faut surveiller, c'est si on en sort et qu'on rentre dans une autre configuration, ou haussière ou baissière, alors on ajuste la manière dont on va raisonner sur le plan météorologique à court terme. Voilà. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur le marché. Et puis la deuxième chose qu'on peut dire sur le marché français, c'est qu'au sein même du marché, il y a une différence entre différents types de sociétés. Et là, c'est un peu paradoxal. Les très belles sociétés consolident depuis quelque temps. Vous avez ici le graphique du LVMH. Depuis 6 mois, où le LVMH est passé tout de même de quasiment 900 euros à quasiment 700. Donc, vous voyez une très très belle consolidation. Et en même temps, les valeurs cycliques, elles, au contraire, ont eu tendance à prendre de la hauteur. On vous a mis ici BNP, qui est passé de la zone des 50 à la zone des 60, Stellantis, Michelin, Bouygues, voilà, une série de grandes sociétés françaises, plutôt cycliques, plutôt value, qui ont eu tendance, elles, plutôt à se revaloriser, pendant que les très belles sociétés se dévalorisaient. Voilà.
Donc, pour essayer de comprendre, une fois qu'on a bien vu ça, pour essayer de comprendre, est-ce que la figure de tunnel dans laquelle on est devrait plutôt avoir une chance de tenir sur le CAC ou est-ce qu'on pourrait passer dans une figure baissière? Bon, on va regarder le marché directeur. Et le marché directeur, eh bien, c'est le marché américain, le Standard & Poor's 500. Et donc, on prend la droite de régression à long terme du Standard & Poor's 500 et elle ressemble à celle du CAC 40. On est entre plus un écart type et la droite de régression. On est plutôt en haut de cet écart, donc on est un chouïa surévalué tout en étant dans une zone normale de valorisation. Si on prend le grand canal haussier du Standard & Poor's 500 depuis la crise des subprimes, eh bien, vous voyez qu'on est toujours dedans, et on est à peu près au milieu, donc on est moins haut que sur le CAC, mais il faut dire qu'il est beaucoup plus pentu que le canal haussier du CAC 40. Voilà. Alors évidemment, l'élément déterminant, vous le savez tous, pour savoir quelle pourrait être la méthodologie à court terme, la configuration des marchés, ce sont les taux d'intérêt. Voilà. Ce sont les taux d'intérêt qui ont provoqué cette consolidation de marché que l'on a depuis à peu près 6 mois, c'est de grand tunnel dans lequel on est rentré. Et donc on va regarder d'abord les obligations américaines, le 10 ans américain depuis 5 ans. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est que voilà, sur 5 ans, on avait fait un creux, et puis on est dans le cadre d'une solide remontée. Mais est-ce que cette remontée est très importante? On va regarder sur 20 ans. Eh bien, vous voyez, le niveau, on est devenu à peu près à 4,45 hein, sur le 10 ans américain. Eh bien, c'est un niveau qu'on a connu au début, avant la crise des subprimes, dans les années 2006-2007. Donc, c'est pas du tout un niveau anormal, même s'il est significativement plus élevé que les niveaux qu'on avait eus après la crise des subprimes. Voilà. Donc, c'est pas surévalué, mais c'est pas non plus un niveau idéal pour les marchés. Voilà, on est un chouïa, comme les marchés, un chouïa cher. Et puis, alors, ce qui est plus embêtant, c'est que si on regarde ce 10 ans américain depuis 1 an, regarde, on avait une espèce de barrière, vous voyez, qu'on a mis en orange, une espèce de double top qu'on avait fait. On espérait que ça se stabiliserait dessus. Eh bien, on l'a franchi à la hausse. Alors, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir si on va revenir en dessous, si on va se stabiliser autour des 4,40, quoi. Ça va être un point haut pour le 10 ans américain, puisque le 10 ans américain va aller à 5% ou 5,50%. Et effectivement, s'il faisait ça, eh bien, il irait dans les plus hauts des cotations du 10 ans américain depuis 20 ans, qu'on serait vraiment en une position un peu difficile, et donc ça pourrait générer alors une consolidation du marché américain, et donc une consolidation du marché français, et nous faire entrer dans un marché baissier. Alors évidemment, l'élément déterminant, c'est l'inflation, et on vous a mis ici le Medium Consumer Price Index, qui mesure l'inflation cœur. Alors c'est un indice qui a été mis au point par la Réserve fédérale de Cleveland, et comme vous pouvez voir dans le texte, c'est considéré aujourd'hui par les banques centrales américaines, différentes banques centrales américaines, comme étant, enfin celle de Cleveland, celle de Saint-Louis, etc., comme étant probablement le meilleur indice descriptif de l'inflation cœur. Et vous voyez que l'inflation a énormément rebaissé aux États-Unis. Hein, on a une espèce de chandelle en 2022, quoi, avec tous les problèmes de guerre, de rupture des chaînes d'approvisionnement, etc. On est revenu bien en arrière. Là, on vient de connaître une petite reprise. C'est peut-être ça qui inquiète la Réserve fédérale américaine. Mais bon, comme vous pouvez le voir dans le passé, c'est très erratique, hein, à très court terme. Et si on regarde le niveau où on est sur cet indice, on est à 4%, et on vous a mis une ligne orange pour voir ce que c'était dans le passé. Donc c'est un niveau qu'on a beaucoup connu, mais c'est vrai que depuis les années 2000, c'était plutôt le haut du niveau de l'inflation cœur, et donc il faudrait qu'on continue à descendre d'un chouïa plus bas pour que la Réserve fédérale et les taux d'intérêt à 10 ans, les taux de la Réserve fédérale à court terme et les taux d'intérêt à 10 ans se calment et permettent au marché de se stabiliser. Voilà. Alors, on va regarder la même chose sur le taux d'intérêt français, parce que c'est la même problématique. Et donc, on vous a mis ici le 10 ans français depuis 5 ans. Alors, vous voyez, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est vrai, on a énormément monté, puisqu'on était très bas. Et finalement, depuis 2022, les taux sont énormément montés. On est passé de 0 à 3,28%. Mais en même temps, 3,28%, c'est pas du tout un niveau de taux élevé. 3,28%, si vous y réfléchissez, pour emprunter à 10 ans,
Si on regarde les taux d'intérêt pendant tout le 19e siècle, on est autour de 3%, c'est ce qu'on appelait la rente. Donc on est vraiment à un taux tout à fait normalisé. Et on vous a mis ici le 10 ans français depuis 20 ans, et vous voyez que voilà, on est revenu dans la norme. Il y a rien à dire, même si la hausse a été forte récemment, c'est un niveau tout à fait normatif. En revanche, comme pour le 10 ans américain, voilà, on espérait avoir fait un plafond au début de l'année 2023, en février, et vous voyez que ce plafond, qui était à peu près à tout petit peu au-dessus de 3,20, eh ben, on est en train de le franchir un petit peu à la hausse, exactement comme ce qui se passe sur le 10 ans américain. Donc là, il y a une inquiétude. Est-ce qu'on va revenir dessous ou est-ce qu'on va aller vers 3,50, 4%? Auquel cas, comme pour le marché américain, ça pourrait générer, faire rentrer le marché français et le marché européen dans une tendance baissière et les faire sortir du tunnel que l'on a évoqué précédemment. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est on ne peut pas tellement prévoir ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution des taux des obligations à 10 ans, à la fois américaines et françaises, enfin européennes. Et puis avoir en tête ce qu'a dit François Villeroy de Galhau, le président de la Banque de France, et ça a été relaté par un article du Point, je crois que c'était ce matin ou hier, où il disait « Tester la résistance de l'économie jusqu'au point de rupture n'est pas une façon raisonnable de calibrer la politique monétaire. » Voilà, ça me paraît une réflexion très sage, de dire qu'il faut mieux jouer des taux un peu élevés dans la durée, des taux de refinancement de la Banque centrale, plutôt que d'aller chercher un point de rupture. Et donc je pense que c'est également la pensée de la Réserve fédérale américaine. Et donc, il faut avoir ça en tête et se dire que voilà, on est probablement à la fin de la hausse des taux courts, où il y aura peut-être une toute petite dernière aux États-Unis, mais le plus probable, c'est que ça soit tout de même à la fin de la hausse des taux courts et que ces taux courts restent assez élevés, mais pas forcément pendant longtemps, parce que c'est pas sûr que l'inflation soit durablement installée. Il ne faut pas oublier que l'inflation qu'on a aujourd'hui, c'est tout de même le résultat de Covid, une crise sanitaire énorme, qui a entraîné d'une part des ruptures de chaînes d'approvisionnement et d'autre part, après, pour sortir de la crise, une relance monétaire et budgétaire massive. Donc voilà, il y a eu ces phénomènes très très particuliers. Et puis, en plus de ça, il y a eu une guerre qui a généré des ruptures d'approvisionnement, notamment en hydrocarbures, mais également en céréales, etc. Donc, si vous voulez, il a fallu une série de circonstances et d'accumulation de circonstances exceptionnelles pour déclencher l'inflation dans les pays occidentaux, mais peut-être tout de même que dans le fond, et c'est ce qu'on pense chez Hibou, le fond de l'économie est plutôt désinflationniste. Alors c'est vrai que l'un des éléments très forts là, de la désinflation, c'était la Chine, parce qu'avec la Chine, depuis début des années 80, on a pu se fournir, et de plus en plus, à des prix très bas, toute une série de produits, et ça a généré une désinflation dans le monde. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène qui est très important, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle va très probablement avoir un très fort effet désinflationniste sur l'économie pour les 10 ou 20 prochaines années. Donc voilà, bonne chance à vous dans vos investissements et essayez de bien discerner dans quelle forme de mouvement de marché on est à court terme pour pouvoir faire, une fois que vous avez fait la bonne sélection de titres, faire la bonne sélection de timing. Voilà, à très bientôt avec l'équipe Hibou.